va parler d'un sujet éminemment d'actualité dont vous entendez tous parler à la télé de façon peut-être parfois un peu alarmiste, qui est le sujet de la sobriété énergétique. Et on a décidé de prendre ça avec un titre un peu particulier, peut-être un peu provocant, c'est transformer l'urgence en opportunité. Donc on va voir aujourd'hui, on est entouré par un entrepreneur de l'IoT Valley, Mady Benalaya, un de ses clients et un acteur très en front sur cette question de sobriété énergétique, David Djurdjevic, qui représente Carrefour Property aujourd'hui, il vous en dira un peu plus. Et on est aussi avec Thomas Poitou, qui est cofondateur et Chief Marketing Officer de Don de Chaleur, une entreprise à mission toute jeune, qui pour le coup va pouvoir parler un peu plus de la question des particuliers, des personnes à qui on demande des efforts de sobriété énergétique. Donc peut-être pour commencer par un petit tour de table pour présenter nos intervenants pour ceux qui les connaissent pas. David, quelques mots sur ta mission, ton rôle et comment tu vois aujourd'hui cette urgence pour Carrefour Property. Donc bonjour à tous. Donc en fait moi je fais partie donc de Carrefour Property. Carrefour Property, pour ceux qui le savent pas, c'est une filiale en fait du groupe Carrefour qui s'occupe de tous les biens immobiliers des murs, donc des magasins Carrefour, que ce soit les markets, les entrepôts, les proxys et les hypermarchés. Donc au sein de Carrefour Property, dont j'y suis depuis 2010, j'étais à la direction technique et aujourd'hui j'ai un poste transverse qui est un couteau suisse agile pour aller sur tous les sujets pour avancer plus vite. Voilà. Mady, peut-être donc quelques mots sur Sensinov et donc cette société de l'IoT Valley. Merci William. Donc moi c'est Mady Benalaya, je suis cofondateur et CEO de Sensinov. Sensinov aujourd'hui c'est la solution de référence pour le pilotage intelligent des bâtiments tertiaires. On change radicalement la manière de gérer les bâtiments. On a réussi à mettre en place une des meilleures solutions d'efficacité énergétique dans le monde qui permet de réduire entre 20 et 40% la consommation d'énergie avec un retour sur investissement au moins sur 2 ans. On peut avoir quelques chiffres en termes de nombre de clients, par exemple, nombre de bâtiments peut-être équipés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une centaine de bâtiments en France et à l'étranger. Et on a à peu près une vingtaine de clients. Et sur tout le parc, on est en moyenne 20% d'économie d'énergie et on arrive à atteindre sur certains 40%. Thomas, pour finir le tour de table, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Don de Chaleur, la jeunesse du projet? C'est l'entreprise la plus jeune ici et il y a beaucoup de curiosité autour de ce projet. Ça commence à faire parler d'ailleurs un petit peu. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Thomas Poitou, donc j'ai rejoint l'entreprise à mission Don de Chaleur qui s'est donné une mission, c'est de répondre de manière collective et positive à la crise énergétique que nous traversons et que nous allons traverser l'hiver qui arrive. Voilà, Don de Chaleur, bon, c'est un nom original. On s'est beaucoup interrogé si on allait garder ce nom, mais en fait, il parle bien. Et l'objectif, c'est de dire on va faire des efforts de sobriété l'hiver qui arrive pour plein de raisons. Et on va faire des efforts de sobriété quand on peut faire des efforts de sobriété. La sobriété, c'est bien pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas faire de la sobriété, eh ben, en fait, ils font de la pauvreté. Ils font de la sobriété subie. Et tout l'enjeu de Don de Chaleur, c'est d'essayer de transformer les efforts des uns en impact sur la vie des autres, et donc de transformer des efforts de sobriété énergétique en dons pour des associations qui luttent contre la précarité énergétique. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité qui est née de l'urgence qui est là, et on essaye de faire quelque chose de positif. Voilà, c'est une toute jeune entreprise, on est né en mai 2022, et on va essayer de diffuser ce principe de don de chaleur. On vous invite évidemment tous à la rejoindre. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Côté Carrefour, on ne part pas de zéro, clairement. Mais par contre, on voit que l'urgence a quand même mis en place beaucoup de choses chez Carrefour, beaucoup d'opportunités, des annonces de plans d'investissement chiffrés, assez conséquents. C'est quoi l'opportunité pour toi, David, pour ta mission en particulier chez Carrefour Property? Écoute, moi je vais te dire, en fait, cette urgence, on l'avait déjà anticipée. On avait fait ce qu'on appelle, ce qui est cher à Carrefour, avoir le quart d'heure d'avance. Et en fait, ça fait déjà plusieurs années
Alors, pour d'autres raisons, hein, qui sont budgétaires, qui sont d'image, écologiques. Et en fait, on avait déjà anticipé le fait de se dire, cette énergie, il faut qu'on l'emploie correctement, à bon escient et au bon moment. Qu'est-ce que vous aviez, on peut en savoir un peu plus? Vous travailliez par exemple avec Sensinov avant que justement l'urgence devienne une urgence, hein? Écoute, j'oserais te dire que en fait, la rencontre avec Sensinov, en fait, c'était l'opportunité de mettre au contraire vraiment en œuvre ce quart d'heure d'avance qu'on voulait avoir. Et en fait, grâce à eux, à l'interopérabilité, eh ben, on a réussi déjà à faire beaucoup de gains. Mehdi, il est très modeste quand il parle de ses gains de 20 à 40%. On est plus proche des 40% que des 20. Et écoute, si tu veux, aujourd'hui, notre tâche, alors on a vu, hein, Alexandre Bompard annonce 320 millions d'euros, etc. Mais en fait, on a déjà beaucoup anticipé, on est déjà prêt pour justement avancer encore plus vite. Et on accélère. Quand vous expliquez que vous avez pris l'avance, justement, c'était quoi la première étape? C'était d'être, j'imagine, pour un grand groupe historique qui a des années derrière, qui a beaucoup de hiérarchie, beaucoup de parties prenantes différentes. C'était quoi la première étape quand vous avez commencé à vous poser cette question? Écoute, la première étape, c'était de casser notre expertise. En fait, moi, je suis ce qu'on appelle un expert métier. Enfin, finalement, je découvre que je suis un expert, oui et non. Je suis un expert à mon époque. Et en fait, la première étape a été de faire accepter le fait que l'expertise, on pouvait l'externaliser. Et d'apporter aussi le fait de dire que, quand j'ai rencontré l'IoT Valley, ça a aussi ouvert beaucoup de chakras, de dire que toute cette innovation, en fait, si on l'acceptait, elle était capable de nous faire grandir, mais 2 fois plus vite que notre propre, entre guillemets, préjugé d'expert. Mehdi, tu peux peut-être nous donner un peu d'historique justement sur le début de votre collaboration et peut-être aussi le début de Sensinov qui a beaucoup évolué. J'imagine que initialement, c'était peut-être pas centré sur cet objectif de réduction des dépenses énergétiques. Effectivement. Moi, j'aime bien dire les choses. Le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui a pris énormément de retard face aux enjeux écologiques et numériques, surtout si on compare avec d'autres secteurs comme l'automobile qui a évolué énormément. Pour cette raison, on voit que les responsables des sites, en fait, les gens sur le terrain, ils passent plus de temps à gérer des problèmes plutôt que de s'occuper d'améliorer les performances des bâtiments, améliorer le confort des occupants. Le bâtiment est responsable de 40% de la consommation mondiale de l'électricité, 36% des émissions de gaz à effet de serre, et qui rend pour moi la situation dramatique, c'est que 90% du parc immobilier en Europe va rester en exploitation jusqu'à 2050. Ça veut dire qu'il faut s'occuper de ces bâtiments existants. Pour moi, le terme, c'est le rétrofit des bâtiments. Quand j'ai rencontré David, je faisais pas ça. Je faisais de l'interopérabilité dans les bâtiments. J'ai rencontré David il y a 3 ans. Quand j'ai pitché Sensinov, il m'a dit je n'ai rien compris. Voilà mes problèmes. On se voit dans 1 an. Après 1 an, je suis arrivé avec mon petit laptop et j'ai présenté quelque chose qui ressemblait à peu près à ce qu'il voulait. Ce qui s'est passé à ce moment-là, moi je faisais en fait de l'interopérabilité, ça veut dire je récupérais des données de sources différentes et après j'ai dit David, avec ça, vous allez avoir des données qui sont bien structurées, enrichies, j'ai utilisé des mots techniques très complexes, sémantique, interopérabilité. Et quand je suis revenu, j'ai développé une application qui est vraiment killer application pour eux, qui répondait à leurs besoins. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu un virage de l'interopérabilité vers on a gardé en fait dans notre ADN cette interopérabilité, mais on l'a complété avec une partie applicative. Donc c'est notre plateforme qui mélange aujourd'hui de l'intelligence artificielle avec de l'intelligence humaine pour faire ce qu'on appelle de l'optimisation continue d'énergie. Et on a aussi développé une box magique qu'on déploie dans les bâtiments en quelques heures des fois sur les petits bâtiments, par exemple les Lidl, ou quand on a par exemple la Beige, qui est gérée entièrement par Sensinov aujourd'hui, Carrefour, c'est un des plus grands sites, on l'a déployé en une semaine. Et cette box, elle est capable de se connecter à tous les organes du bâtiment, donc tout ce qui est chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, compteur d'énergie, qualité d'air, alarme, et tout ça est bien structuré et envoyé vers la plateforme. On a créé en fait
une vue hélicoptère sur tout le parc, indépendamment de taille des bâtiments, des technologies qui existent dedans. Et finalement, ce qu'on a fait, on leur a donné du contrôle, de la maîtrise et de la compréhension. Et à partir de là, c'est le savoir de David, avec cet outil-là, il a pu faire les économies dont on parle. On va revenir juste ensuite sur la suite de l'histoire, mais j'ai l'impression déjà que Don de Chaleur, Thomas, la genèse, c'est parti d'un constat que David a fait chez Carrefour, qui a été fait chez Carrefour, qui a dû être combattu en interne, déjà d'accepter que c'est un peu compliqué parfois de changer les choses en interne. Les fondateurs de Don de Chaleur, je crois que c'était aussi un constat de devoir peut-être repartir de zéro et faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. C'est ça, l'équipe qui a l'initiative de Don de Chaleur vient d'un grand fournisseur d'énergie. Et en février 2022, au vu d'une certaine invasion d'un pays, s'est rendu compte que ça allait pas passer cet hiver. Et que globalement, on pouvait, face à cette urgence, face à ce problème de crise énergétique, où globalement, on le sait aujourd'hui tous, ça nous est rabâché, mais on a des vrais risques de blackout, de pics de consommation qui ne seraient pas pourvus. Et donc, on va tous devoir faire des efforts. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ces efforts, on peut les faire tous, chacun dans son coin, contraints, ou si on peut utiliser en fait des mécaniques qui sont connues, des mécaniques de marketing que j'ai utilisées. Alors, je travaillais avec David il y a quelques mois, au sein du groupe Carrefour aussi, où au niveau marketing, on utilisait des tas et des tas de pratiques, de nudge marketing, de choses pour faire consommer les gens. Et là, tout l'enjeu avec ce projet de Don de Chaleur, c'est d'essayer d'utiliser les mêmes choses, en fait, les mêmes réflexes, les mêmes comportements pour faire décroître les consommations de chacun des foyers. Et donc, on va se baser sur des logiques assez simples, de collectives, des logiques collectives, avec le lancement d'un grand défi collectif, donc fonctionnant par équipe, des équipes qui vont aller réaliser des buts sur le modèle du crowdfunding. On va réduire tous ces consommations. Et Don de Chaleur, son job, ça va être de transformer cette réduction de kilowattheures, de mégawattheures, la transformer en argent sonnant et trébuchant pour les associatifs. Et donc, c'est à peu près la même chose, c'est de se dire, nos fondateurs, mes collègues chez ce fournisseur savaient que tout seul, il y a des programmes. Chacun, vous recevez des mails de votre fournisseur d'énergie qui vous demande de faire des efforts. On pense que la réponse, elle est collective, elle est globale, elle est trans-fournisseur. Et c'est les raisons de la création de Don de Chaleur. Et comment ça se traduit dans la solution, ou en tout cas telle qu'elle est pensée aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que, si je comprends bien, c'est quand même un peu le même objectif qui a été fait par Carrefour et Sensinov, de donner aux gens un sentiment de contrôle et d'agir, de pouvoir être acteur du changement? C'est exactement ça, ça passe par la tech. Alors une tech qui est assez simple, c'est une application grand public qui va donc accompagner la mesure de vos efforts, donc branché sur votre compteur Linky ou sur votre compteur Gaspard. Vous allez pouvoir mesurer au fil du temps la baisse de consommation que vous êtes capable de faire. Et derrière, une autre partie tech importante, ça va être sur la mesure de cet effacement, de cette réduction d'énergie, pour créer en fait un cadre compréhensible par l'ensemble des fournisseurs d'énergie, non contestable, et pour permettre derrière de valoriser cette réduction de consommation. Donc c'est deux éléments techniques en fait qui sont au cœur même du projet derrière de don de chaleur et de redistribution, mais il y a deux gros enjeux techniques derrière tout ça. On parle beaucoup de redistribution, entreprise à mission. Derrière entreprise à mission, il y a quand même entreprise. On peut avoir une idée du modèle économique, un peu plus de précision, comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le marché de l'énergie étant ce qu'il est, étant en pleine crise, dysfonctionnant en partie,
nos fournisseurs d'énergie ont un intérêt financier à nous voir réduire notre consommation. Donc, globalement, le business model, c'est de valoriser l'effacement collectif produit par l'application d'ondes chaleur, par ce grand défi de solidarité énergétique, et de le valoriser auprès de chacun des fournisseurs pour que ce soit le fournisseur qui, derrière, redistribue de l'argent aux associatifs. Et là-dessus, l'entreprise d'ondes chaleur prend une commission de gestion de frais et d'investissement techno. Donc redonner le contrôle, redonner le sentiment de pouvoir agir aux gens et puis d'avoir aussi des résultats derrière, c'est ce qui a été fait, qui a été préfet en fait au final avec Carrefour et Sensinov. Qu'est-ce qui a changé depuis que la sonnette d'alarme elle a été tirée? Quelle est cette opportunité? Est-ce que c'est juste on appuie sur un bouton et heureusement il y a Sensinov et donc tout va fonctionner, on est prêt à faire des économies? Comment ça marche? Écoute, je vais te dire, c'est simple. Si on n'avait pas anticipé, enfin, on le sait, l'énergie va faire un petit x3 là. Nous, on est, si on parle chiffre, je crois qu'on est entre 13 et 14 millions par an pour Property. T'imagines bien le x3. Voilà. L'année prochaine, on s'est dit, au lieu de faire un x3, on va faire un petit plus 70%. Et on a pu faire ça qu'à une seule condition, c'est premièrement d'avoir trouvé une solution simple, de l'anticiper. Donc c'est ce qu'on a fait. C'était un des objectifs que j'avais eu avec Sensinov. C'était, écoute, moi, pour installer une solution, il faut qu'elle soit installable rapidement, que la technique ne se voit pas, et que mes utilisateurs, qui ne sont pas des experts, comme moi ou comme d'autres de mes collègues, eh ben en fait, eux, ils peuvent prendre le contrôle de façon simple, et que finalement, c'est un peu comme pour toi, Thomas, c'est que pour les particuliers, et là c'est pour nous les pros, c'est de dire, eh ben à force, ils vont prendre des bons gestes qu'ils vont pouvoir appliquer et qui vont pouvoir nous faire cette maîtrise de l'énergie. Concrètement, comment ça s'est passé? On parle d'un énorme groupe avec énormément de différents directeurs de sites. Est-ce que c'est... Écoute, il y a eu effectivement, avec cette urgence qui est née, on a eu un formidable sponsor, qui est le patron qui donne la paye à tout le monde. Il a dit, et il a eu raison d'ailleurs, parce qu'il suit aussi un petit peu ce que le gouvernement, il va même plus loin, parce qu'Elisabeth Borne a demandé 10%, on va à 20% pour le groupe, ce qui est énorme, hein. D'accord? Nous, on est déjà à des moins 30, je crois, sur certains, ou des moins 40 même. Et en fait, si tu veux, quand tu as un sponsor comme ça, qui est en haut, quand tu as un décideur qui dit, les gars, maintenant, on va enclencher et vous allez mettre la 5e et plus la 3e, en fait, ça va beaucoup plus vite. Par contre, pour ça, et c'est là où le quart d'heure d'avance a été important pour nous, c'est que quand lui, il a levé la main, il a dit maintenant on y va les gars, en fait on était prêts. Et c'est ce qui va permettre en fait d'avoir cette réactivité. Là aujourd'hui, tous les sites qu'on déploie, en fait on aurait mis des mois, voire sans doute peut-être des années, à essayer de répondre à ce que notre dirigeant voulait, alors que là on y répond beaucoup plus vite. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir une accélération du déploiement sur les bâtiments qui ne sont pas aujourd'hui équipés de Sensinov, par exemple? J'imagine bien, dans ceux qui ont la plateforme, on appuie sur les boutons, on engage des actions, on a des résultats instantanés, mais j'imagine que tout n'a pas, enfin Sensinov est une start-up, tout n'a pas été déployé aujourd'hui sur l'ensemble du parc. Oui, absolument. On est en fait toujours en forte progression. On se ferme pas non plus dans notre ouverture d'esprit, puisque c'est ce qui a fait notre succès. C'est le fait d'avoir été ouvert aux nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait avec Sensinov, on est en déploiement permanent qui est en hausse, avec des déploiements. J'aime bien cet exemple-là. Il y a un site, un énorme site parisien, Ormesson pour pas le nommer, qu'on a déployé entre Noël et Jour de l'An. Le responsable du site était en vacances. On a fait des gains le premier jour de mise en route. Le premier jour, je crois qu'on a fait 50 kilos de gains tout de suite. Par contre, tous mes amis ont fait la fête, sauf moi. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? C'est ton travail. Justement, Mali, de ton côté, on sent justement pour un start-upper qui est sur un sujet ultra chaud en ce moment. Excuse-moi, je vais peut-être t'arrêter là-dessus. Je suis pas persuadé. Aujourd'hui, c'est une entreprise innovante. Tu vois ce que je veux dire? Start-upper, je trouve que c'est minimisé, d'ailleurs pour beaucoup, pour ceux qui démarrent, mais c'est minimisé en fait tout ce que vous pouvez apporter à nous
les décideurs. Je dirais plutôt entreprise innovante pour le coup. Je pense que la remarque de David est intéressante parce que ici, dans cet écosystème startup, c'est bien. Quand on est face à des grands groupes, des fois, startup, c'est pas bien vu. Et donc aujourd'hui, des fois, chez Carrefour, ils pensent qu'on est une boîte, on a 500 personnes, on est une entreprise grande. Et ça me plaît. Donc il faut aussi savoir jongler pour s'adapter aux gens en face. Et donc, côté entreprise innovante, ton secteur et ta mission est devenue quasiment du jour au lendemain extrêmement sous les feux des projecteurs. Est-ce que tu perçois qu'est-ce qui a changé pour Sensinov? En fait, j'ai appris, c'est pas parce que on a le big boss qui est d'accord et qui aime la solution, c'est que derrière, on va déployer partout. En fait, ce qui est important, c'est que les gens qui vont être les utilisateurs, les gens du terrain, s'approprient et aiment la solution et l'utilisent. Et des fois, quand on impose une solution qui vient parachuter, ça marchera pas. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait durant les 3 dernières années. On a dépensé beaucoup d'efforts pour former tout ça. Aujourd'hui, le changement, c'est que je le vois en deux éléments. Niveau national, tous les décideurs, sans exception, sont en train de repenser leur plan énergétique. Niveau local, donc tous les gens du terrain, aujourd'hui, sont de plus en plus engagés dans ce processus d'optimisation. Pourquoi? Parce que les occupants des bâtiments comprennent les actions et les acceptent. Quand tu vois les choses qui tournent, qui changent, la lumière qui baisse, en baisse d'1, 2 degrés, c'est acceptable. Or qu'avant, c'était manque de confort et il y a des plaintes de partout. Aujourd'hui, moi, j'en ai plus de plaintes sur les sites parce que, en fait, par rapport à la température ou l'éclairage, ça devient le nouveau normal. Et ça nous aide énormément parce qu'on a une compréhension sur toute la chaîne. C'est la même chose côté particulier, Thomas. Il y a souvent donc justement des discours alarmistes dans les médias. On demande aux gens de faire des efforts, et parfois il y en a peut-être qui n'ont pas forcément envie de baisser le chauffage d'1 degré, qui ont peur d'avoir froid. Comment vous allez répondre? Je pense que c'est un des impacts principaux et c'est dans notre mission d'accompagner les foyers vers la sobriété. Un des impacts principaux qu'on va chercher, c'est l'expérimentation du même pas mal. Je pense que tout ce qu'on peut faire accompagné par des incentives différentes. Alors nous, celle qu'on a choisie, c'est de bien dormir. Faire un don, participer à une action positive, ça fait bien dormir. Il y a certainement des tas de preuves de tout ça, mais c'est réaliste. Avec cette incentive et d'autres, certains de suivre les remarques du gouvernement, d'autres de sauver la planète, de réduire son empreinte carbone, toutes ces incentives, elles montrent finalement que 1, 2 degrés peut-être, ça fait pas mal. Et ça fait pas mal et ça se compense. Et nous, tout ce qu'on va apporter et tout l'accompagnement qu'on va essayer d'apporter, c'est finalement c'est des conseils de grand-mère, c'est des retours à ce que on avait il y a quelques années où l'hiver, on avait froid, l'été, on avait chaud, voilà. Et donc c'est tout ce rapport à l'énergie qu'il faut qu'on transforme. Et ça, je pense qu'on est globalement ensemble, le côté tertiaire, le côté particulier. Et peut-être que cette urgence, elle sera salvatrice. On va économiser des kilowattheures, on va économiser des émissions de CO2. Et c'est peut-être la chose positive qu'on verra dans cette crise. Le seul point d'alerte et d'attention, c'est que, encore une fois, et c'est mon propos initial, c'est que faisons attention à ceux qui vont être le plus impactés. Et ceux qui seront le plus impactés, c'est ceux qui sont déjà fragiles, qui sont déjà en difficulté. Et donc, je pense que c'est au-delà de nous tous aller vers ces mouvements de sobriété. Et voilà, c'est aussi un bon moment pour se reposer la question de OK, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les moins de 2 degrés quand il y a des gens chez qui ils gèlent à l'intérieur.
Donc voilà, c'est vraiment tout l'enjeu qu'on nous souhaite, c'est de faire prendre conscience de ça, le même pas mal pour ceux qui peuvent, et puis le un peu mieux pour ceux qui en ont besoin. Ce sera vraiment les enjeux du don de chaleur. Chez Carrefour, on est sur du même pas mal ou sur du beaucoup mieux aujourd'hui pour, par exemple, peut-être les profils les plus réfractaires au changement, qui n'ont pas envie que leurs clients viennent et aient froid dans le magasin. Écoute, en fait, c'est nos propres clients qui viendraient plutôt nous dire mais vous êtes en décalage, tout le monde doit faire attention, mais vous faites pas attention. Donc c'est pour ça, nous, en fait, on a justement déjà préparé, parce que tout va, en fait, tu peux mener plein de projets d'innovation. Si tu prépares pas au changement, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Si ton innovation apporte en fait une contrainte, ça ne marche pas. Pour moi, c'était l'objectif que j'avais donné d'ailleurs à Sensinov. Je lui dis, moi, c'est simple. Je lui fais à partir du moment où un de nos responsables de site qui gère l'énergie doit regarder le portail, c'est que ça ne marche pas. C'est ton portail qui a l'intelligence. Et moi, mon responsable de site, de galerie marchande, il doit répondre à une seule question. C'est, est-ce normal? Voilà, j'ai une situation, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle me convient? Après, comment c'est géré dans l'intelligence, là, c'est son travail. D'accord? Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est nos propres clients. Je mets un client avec un S, parce qu'il y a nos clients qui poussent le caddie, mais on a aussi nos clients qui sont nos locataires, qui nous demandent cette sobriété. Il y a aussi le décret tertiaire qui va nous le demander avec des objectifs très ambitieux. Je veux dire, là, on annonce à 2050 à moins 40% en réduction d'énergie. Ces moins 40, on ne va pas les avoir simplement parce qu'on va mettre plein de techno. Toute la techno qu'on peut mettre, elle ne marche qu'à une seule condition, si elle fait de son client un partenaire. Ou vice-versa d'ailleurs. La réussite, elle se construit jamais seule, elle se construit toujours à deux. Aujourd'hui, toutes les réussites qu'on a là d'économie d'énergie, les moins 40%, c'est fantastique, moins 40%. Ça n'a pu se faire qu'à une seule condition, c'est d'avoir les bons interlocuteurs, la bonne team qui va avec, parce que ça, faut qu'elle soit réactive, et le client qui est un acteur de cette réussite. Globalement, j'ai l'impression que le ton du discours aujourd'hui, du débat, de pointer le doigt sur les particuliers, sur les entreprises, globalement, vous dessert un peu. Au final, vous avez des messages plutôt rassurants, chacun de votre côté, et plutôt en confiance pour l'avenir, à la fois pour cette crise et à la fois un peu plus long terme. C'est aussi votre rôle peut-être de dédramatiser tout ça. Ouais, je reste persuadé que la pédagogie, en fait, porte des fruits qui sont mûrs à point au bon moment. Voilà. Mais comme je redis, aujourd'hui, toute innovation, tout ce qu'on peut faire, ne marche qu'à une condition, c'est qu'on l'accompagne, qu'on la prépare. Là, par exemple, Thomas, ce qu'il fait, il va falloir préparer le public à se dire, en fait, je vais pas te punir, je te donne des moyens d'être acteur et en plus d'être super vertueux. C'est ce qu'on recherche nous aussi. Comment vous allez faire, Thomas? Parce qu'aujourd'hui, le public, il a peur. Et il entend tous les jours, il est pointé du doigt aussi, on lui demande des efforts. Est-ce que ça ne va pas être pris comme un cheval de Troie pour demander plus d'efforts? On ne sait pas. Globalement, la situation qui est devant nous, il y a plusieurs options. Ça peut être la grosse merde, vraiment. Enfin, voilà, on n'est pas à l'abri. Ce qu'on espère, nous, c'est que on peut collectivement se reposer les bonnes questions, essayer de réduire doucement. Je pense qu'on va embarquer les gens qui seront embarquables. Il ne faut pas perdre de temps avec les gens qui seront réfractaires. On en aura toujours. Je pense que n'importe quel créateur d'entreprise, dans n'importe quelle initiative, vous avez toujours les haters et des gens qui veulent pas avancer. Ou en interne dans des grands groupes, j'imagine. Non, dans les grands groupes, ça n'existe pas. Ça. Tout le monde avance ensemble. Tout le monde est d'accord. Voilà. On y reste à vie d'ailleurs dans les grands groupes. Mais on n'est pas la preuve. C'est ça. Non. Mais globalement, enfin, faut avancer. On n'a pas trop le choix. Voilà. Et je pense que les exemples qui sont donnés, moi, ils rendent positifs. David, je l'ai connu, il avait la tête dure, il était expert. Hein. Il était expert chez Carrefour et tout le travail qui est fait dans vos écosystèmes, dans cette éducation
qui est faite à l'innovation, à se mettre en risque, parce qu'il faut aussi entendre que souvent, dans un grand groupe, c'est se mettre en risque de travailler avec Madi. Et en fait, ça produit des fruits, et je pense que c'est les temps de crise où on verra justement les gens qui seront en capacité de s'adapter, qu'on soit particulier ou professionnel, ce sera les mêmes ressorts. Je me permets donc une dernière question avant de passer aux questions du public. Madi, une start-up, ça lève toujours des fonds. Est-ce que l'urgence, justement, a transformé un peu d'excitation autour du projet? Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour Sensinov? Est-ce qu'on va changer de dimension? Il ne faut pas dire qu'on est une start-up, il ne le sait pas encore. Je vais y arriver, hein. Je te mets des bâtons dans les roues. Alors nous, je pense qu'on va faire une série A Q1 2023 pour accélérer la croissance de Sensinov. Aujourd'hui, on a une bonne croissance organique dans l'entreprise. Sensinov aujourd'hui, c'est 100% des associés qui la possèdent. On a la chance de ne pas avoir d'investisseurs jusqu'à maintenant. Ça veut dire on fait ce qu'on veut et je pense c'est bien de pouvoir bootstraper. Mais ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est on a un carnet de commandes qui est rempli. On a à peu près 500 bâtiments pour fin 2023 à déployer. On est en négociation avec des grosses foncières en Europe. Si on peut lever aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut aussi lever d'ici quelques mois. Par contre, on est bien entouré avec des investisseurs dans notre board aujourd'hui et on travaille avec eux pour voir quel montant et qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là. Est-ce que tu as senti peut-être un changement de réceptivité de ton discours avec le sujet qui est venu sur le feu des projecteurs, sur le dessus de la table? Est-ce que les gens ont plus envie de te parler maintenant? Je sais pas, je pense pas, mais ça ramène aussi beaucoup d'autres acteurs. Je pense pour moi l'expérience est importante. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu à la mode, donc il y a pas mal d'acteurs. Il y a pas mal d'investisseurs aussi qui s'excitent autour du sujet. On sent l'attraction, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le dur, quoi. Faire du business, récupérer du vrai argent dans la boîte et continuer à avancer. Et on l'a fait jusqu'à maintenant. On a cette belle croissance. Après, j'ai plus une pression de mon équipe qui veut appuyer sur l'accélérateur pour aller plus loin. Et du coup, on va appuyer sur l'accélérateur pour aller plus loin. Merci messieurs. Le public a peut-être quelques questions à la fois sur le sujet, sur